Salut les copains, ça va? Bienvenue en Bulgarie pour la nouvelle édition de Book the Nest. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de 7 Strategy Questions. Un livre plutôt intéressant de Robert Simons qui va vous montrer qu'en quelques questions, on peut réellement travailler sa stratégie. Alors si vous êtes entrepreneur ou si vous bossez avec des entrepreneurs, je vous propose de les découvrir une par une, histoire de comprendre un peu comment les utiliser. Allez, c'est parti! Première question, who is your primary customer? Pour bien comprendre cette question, je vais proposer de commencer par deux exemples. D'abord, McDonald's. Contrairement à ce qu'on peut croire, pendant des années, McDonald's a choisi comme client le franchisé, celui qui possédait le magasin, les promoteurs immobiliers, des gens finalement qui voulaient faire une optimisation de leurs investissements. Et du coup, tous les process étaient optimisés pour eux, tout était simplifié, ce qui faisait qu'on avait vraiment des McDonald's tous identiques. Et à un moment donné, cette stratégie a plus permis de croître. Et on a décidé plutôt de se focaliser sur le consommateur final, celui qui bouffe des burgers, vous et moi, si vous aimez aller à McDo. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, la stratégie a complètement changé avec une logique de personnalisation qui a rendu la vie plus difficile aux franchisés, mais qui a permis de délivrer un meilleur service au client final. Un autre exemple intéressant, c'est les universités. Une université, par exemple, son premier client, c'est pas les étudiants. Et non, son premier client, c'est les professeurs. Car le but d'une université de recherche, aujourd'hui dans le monde entier, c'est d'attirer les meilleurs professeurs pour qu'ils fassent les meilleures recherches avec des industriels. Et les étudiants font partie intégrante d'un process qui permet aux professeurs de devenir meilleurs. Mais ils ne sont pas le client principal. Et qu'est-ce que ça veut dire le client principal? Quel impact ça a? C'est que finalement, quand vous avez plusieurs clients, il y en a un, c'est votre client principal, c'est sur lui que vous devez investir tout votre argent, toute votre énergie. Les autres, il faut bien entendu les servir. L'objectif, c'est pas qu'ils vous détestent. Si vos étudiants ne veulent pas venir dans votre université, probablement vous aurez du mal à avoir les bons profs. Mais du coup, il faut réussir à leur attribuer juste le bon niveau d'investissement et investir tout le surplus sur votre premier client. Cette question-là peut sembler simple, mais elle est fondamentale et elle change complètement le rapport à votre business. Deuxième question, how do you prioritize your stakeholders? Les parties prenantes, comme on les connaît souvent, on va y retrouver les employés, les organisations, les différents types de clients, les actionnaires. Et ce qui se cache derrière cette question, c'est deux choses. D'abord, c'est une explication de votre théorie de la création de la valeur. Pour vous, la valeur, elle se crée comment? Est-ce qu'elle part de l'employé pour aller jusqu'au client? Ou est-ce que le client est avant tout source de tout ce qui est intéressant pour vous? Est-ce que votre premier focus, c'est les actionnaires? Toutes ces théories de création de valeur existent, elles ont toutes des intérêts dans certains contextes, à vous de la définir. Et ce qui est intéressant, c'est que la définir clairement et la partager clairement, c'est donner les moyens à tous vos employés de savoir quelles sont leurs priorités et qu'est-ce qu'ils doivent choisir. Le meilleur exemple que cite Robert Simons dans son livre, c'est celui de Johnson & Johnson, une société pharmaceutique, et le fameux credo que tous les employés connaissent par cœur. Je vais vous en lire juste le début pour vous donner une idée. We believe our first responsibility is to the doctors, nurses and patients, to mothers and fathers and all others who use our products and services. Très clairement, on pose ici le fait que la priorité numéro 1, c'est le docteur et le patient. Ça paraît un choix logique, ça ne l'est pas toujours, et l'affirmer et l'assumer, c'est un moyen d'être clair dans votre stratégie. Troisième question est toute simple. What critical KPIs are you tracking? Pour réussir à avoir une bonne stratégie qui permet de s'exécuter rapidement, il faut pouvoir suivre toute son activité autour de quelques chiffres, quelques indicateurs clés, quelques objectifs clairs. Robert Simons nous propose d'en choisir entre 5 et 9, un nombre facile à retenir, assez nombreux pour ne pas être trop simpliste et créer des biais qui permettraient à certains d'avoir des mauvais comportements pour valoriser un chiffre uniquement, et pas trop nombreux, sinon on n'y retrouve plus rien. Il faut des chiffres simples, clairs, des chiffres puissants, sur lesquels vous allez pouvoir demander aux gens de s'engager, d'être responsables. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut proposer aux gens d'être responsables de chiffres, d'objectifs, sur lesquels ils n'ont pas l'entière capacité à intervenir, ce qui va les obliger à créer de la collaboration et des liens avec leurs collègues. Parce que si par exemple un vendeur est responsable de la satisfaction des clients, il réfléchira 2 fois avant de vendre un truc pourri. Allez, prochaine question. Cette question, c'est celle qui m'a le plus étonné au début. Robert Simons nous propose donc de répondre à la question « What strategic boundaries have you set ?» Et pour quelqu'un qui cherche plutôt le positif comme moi, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi mettre des limites était quelque chose de si important.
Mais il nous explique tout simplement au début que dans le business, plutôt que de se définir par ce qu'on fait, on se définit par ce qu'on ne fait pas. Et c'est une vision du monde peut-être négative, mais en tout cas très intéressante. Et il explique ici que le pouvoir du negative thinking, c'est qu'en disant ce qu'on ne fait pas, on laisse la possibilité totale aux gens de faire tout ce qui n'est pas dedans. Alors que si on leur dit voilà ce qu'il faut faire, ils sont beaucoup moins libres. Et comme un artiste, comme un peintre a son cadre et son pinceau comme contrainte certaine, définir ce que vous ne faites pas donnera les contraintes aux gens pour créer et inventer dans un champ de contraintes. Cela permet finalement d'éviter tous les problèmes majeurs qui peuvent arriver dans une organisation quand quelqu'un dépasse les lignes, dépasse les lois, dépasse un peu ce qu'il faut faire. Allez, pour les dernières questions, comme j'ai un peu dépassé le temps que je m'étais imparti, je vous propose d'accélérer. Les 3 dernières questions que nous présente Robert Simon sont « How do you create creative tensions ?» Ce qui veut dire comment vous faites en sorte qu'il y ait une tension positive dans l'entreprise qui permette la création. Et ce qui va juste après et qui va très bien avec, c'est « How do you create commitment to help each other ?» Et comment vous créez de la solidarité, car si vous créez de la tension, si vous définissez comme ça des KPIs très ambitieux, si vous expliquez vraiment aux gens ce qu'ils doivent faire et vers la direction vers laquelle ils doivent aller, il faut aussi qu'ils se soutiennent les uns les autres, sinon vous aurez de gros problèmes. Et cette dernière question qui est intéressante, c'est What strategic uncertainties keep you up at night? Et finalement, c'est tout ce qui va vous permettre de rester agile en anticipant les problèmes. Et peut-être le dernier point qui est intéressant pour résumer toutes ces questions, c'est que ces questions, il faut vous les poser vous, il faut aller les confronter avec vos dirigeants, et surtout ensuite, il faut les partager avec tout le monde. Car comme souvent, en stratégie, en management, en leadership, les réponses sont beaucoup moins importantes que les questions qu'on se pose et les discussions qu'on a autour. Allez, merci, à la prochaine.